Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Donc, nous poursuivons notre série de cours relatifs au chapitre entraînement physique. Donc, entraînement physique, structure et contenu. Nous avons commencé par les capacités de force. Nous avons vu aussi les capacités d'endurance. Nous arrivons aujourd'hui aux capacités de vitesse. Nous allons d'abord rappeler la structure globale de l'entraînement physique, comme il se présente en méthodologie, en théorie et méthodologie de l'entraînement sportif. Donc, ce schéma est un schéma récurrent. À chaque fois que nous parlons de l'entraînement, nous commençons par ce schéma pour nous repositionner dans le cadre de l'entraînement global. Donc, l'entraînement physique, hormis l'entraînement technique, tactique et psychologique, l'entraînement physique, nous avons dit qu'il se structure en deux grands volets. L'entraînement des capacités de condition physique et les capacités de coordination. Nous avons dit que les capacités de condition physique consistent en les capacités de force, d'endurance et de vitesse. Par contre, les capacités coordinatives, c'est un ensemble de capacités et de certaines. Donc, c'est un ensemble de capacités au nombre de 7. Nous avons cité nous pouvons citer la capacité de combinaison motrice, de réaction motrice, d'équilibre moteur, d'analyse motrice et la capacité de réadaptation motrice et d'orientation dans l'espace, et dans le temps. Tout ça, c'est un ensemble de capacités relatives au volet capacité coordinative qui va être l'objet de notre cours prochain. Entre les deux blocs de capacités relatives à l'entraînement, objet de l'entraînement physique, nous avons la capacité, les capacités de souplesse, qui elle est située généralement entre les deux blocs de cette capacité, sachant qu'elle peut être envisagée comme étant une capacité de condition physique et aussi comme étant une capacité coordinative liée, c'est-à-dire qu'on peut la distinguer de l'un ou des deux blocs par rapport à ses spécificités spécificités fonctionnelles plutôt. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, c'est dans le carré en gros caractère, c'est les capacités physiques, qui est l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Donc, si vous vous souvenez, nous avons aussi donné ce schéma pour montrer l'interdépendance et les corrélations entre les trois grands pôles, les trois grandes capacités de conditions physiques, à savoir l'endurance, la force et la vitesse. Nous avons dit que ces capacités, ou ces qualités, se manifestent rarement se manifestent à l'état pur que très rarement, que dans des actions très rarissimes dans le sport en général, mais que généralement elle se manifeste sous une nature combinée. Donc c'est pour cela qu'on parle de complexe de qualité de capacité physique. Donc entre l'endurance et la force, nous avons l'endurance de force, entre l'endurance et la vitesse, nous avons la qualité d'endurance de vitesse. Entre la force et la vitesse, nous avons la qualité de force-vitesse ou la qualité de force-vitesse. Entre l'endurance et la force-vitesse, nous avons la qualité d'endurance de force-vitesse. Et bien entendu, chacune de ces capacités décline sur d'autres dérivés ou d'autres variétés. Voici deux définitions de la vitesse sportive, bien sûr. Donc, selon Frey en 77, définit la vitesse comme étant la capacité qui permet d'effectuer des actions motrices dans un laps de temps minimum, grâce à la mobilité des processus du système neuromusculaire et la capacité de la musculature à développer de la force. Donc c'est une définition qui montre aussi, qui nous montre aussi la structure de la vitesse, qui prélude déjà à la structure de la vitesse. La deuxième définition
c'est celle de Grosser, qui, selon lui, la vitesse sportive est la capacité sur la base des processus cognitifs, de la volonté maximale et du fonctionnement du système neuromusculaire, bien entendu, d'atteindre dans certaines conditions la plus grande rapidité de réaction et de mouvement. Donc, une définition un peu plus détaillée. Comment se manifeste la vitesse? Donc, deux formes de manifestation de la souplesse. Nous avons les formes simples, dites basiques. Nous avons sont de trois formes. Donc, la vitesse de réaction, simple et complexe, la vitesse d'action et la vitesse de fréquence. Ça, c'est les formes simples de manifestation de la vitesse. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme nous l'avons prélusé tout à l'heure, nous avons la vitesse se manifeste aussi combinée à d'autres qualités. Et d'où ces formes de manifestation dites complexes. Donc, complexes ou bien combinées. Alors, nous avons la force-vitesse, l'endurance-vitesse ou la vitesse-endurance, qui se décline en vitesse-endurance acyclique et cyclique. La vitesse-endurance acyclique, la vitesse-endurance cyclique est dite vitesse-endurance maximale. Nous allons voir en détail la définition de chacune de ces formes de manifestation de vitesse. Commençons par les formes simples de la vitesse. Alors première définition, c'est celle relative à la vitesse de réaction motrice, simple. Nous avons dit qu'il y a deux formes de manifestation de vitesse de réaction. Nous avons la réaction simple et la réaction complexe. Alors, pour la vitesse de réaction motrice simple, elle est l'objet d'une attention particulière dans les sports exigeant une réponse immédiate à un signal ou à une situation prévue, soit à la phase initiale, soit au cours de la compétition. Exemple, le coup de pistolet, le départ, dans toutes les courses, les sifflets d'arbitre, les cibles mobiles en tir rapide. Donc ce sont les sports qui sollicitent, ce sont des actions où la vitesse de réaction est particulièrement déterminante pour la performance. La vitesse de réaction motrice complexe est plus particulièrement exigée dans les sports caractérisés par des variations fréquentes et soudaines des situations rencontrées au cours des actions, telles que dans les jeux sportifs, dans les combats sportifs, le slalom et les descentes à ski et la course de moto. Donc là, ici, c'est la vitesse de réaction dite complexe, c'est-à-dire que le signal n'est pas prévu. Alors ça, c'est la première forme de manifestation, donc c'est la vitesse de réaction, soit la simple, soit la complexe. Maintenant, pour ce qui est de la vitesse, la deuxième forme de manifestation simple, la deuxième forme simple de manifestation de la vitesse, c'est la vitesse d'action. C'est une capacité acyclique. Elle concerne un mouvement unique exécuté avec une rapidité maximale contre une faible résistance. Donc une attaque en escrime, une attaque en karaté, les feintes en sport, en football, en sport collectif, les actions, toutes les actions acycliques. Donc, elles sont basées généralement sur la vitesse d'action. Par contre, la vitesse de fréquence, troisième forme de manifestation simple, troisième forme simple de manifestation de la force, c'est la vitesse de fréquence, là où il y a la fréquence gestuelle. C'est une capacité cyclique. Elle concerne un mouvement répété à l'identique et exécuté avec une rapidité maximale de gestes répétés contre une faible résistance. Bien entendu, généralement, la faible résistance, il s'agit du poids, du corps, peut-être le relief du terrain quand il est légèrement incliné. C'est ce qu'on entend par faible résistance.
dès qu'il y a une résistance consistante, on passe à d'autres formes de manifestation de la force. On passe à forme complexe, à savoir donc la force ou vitesse. Mais là, nous sommes dans les formes simples, c'est-à-dire là, la vitesse est pratiquement à l'état pur. Voici donc la définition des trois formes simples de la vitesse. Concernant les formes complexes de manifestation de la vitesse, ou bien les formes combinées. Donc nous avons d'abord, comme nous l'avons vu sur le triangle des complexes des capacités de conditions physiques, tout à l'heure, entre la force, la vitesse et l'endurance. Donc nous avons la première forme de manifestation, c'est la force-vitesse, ou bien qui est définie comme étant la capacité de repousser des résistances avec une vitesse maximale en un temps donné. Donc là, il y a intervention de résistance et de force, mais avec une vitesse maximale, avec une évolution dans l'espace la plus rapide possible, d'où la notion de vitesse. Donc la deuxième forme de complexe de manifestation, c'est l'endurance de vitesse, ou bien la vitesse-endurance, qui est attribuée, qui s'apparente au mouvement acyclique. Cette capacité, elle est définie comme étant la capacité de résister à la perte de vitesse due à la fatigue pour des vitesses de contraction maximale dans l'exécution de mouvements acycliques, avec des résistances renforcées. Sport de combat et sport collectif. Donc quand il s'agit de saut, de lancer, de sport de combat, d'attaque dans le sport de combat, et surtout de détente et de certaines actions où il y a intervention, nécessité de déplacement du poids du corps. Là, il y a intervention de force, de résistance. Donc l'endurance de ces actions-là, le fait de pouvoir garder la vitesse de ces actions le plus longtemps possible est dit et qualifié et plutôt est basé sur la vitesse endurance. Par contre, pour ce qui est des mouvements cycliques, là, la vitesse qui est déterminante pour ce genre de mouvement, c'est la vitesse endurance maximale. C'est-à-dire c'est la durabilité de la vitesse pour les mouvements cycliques, et qui est définie comme étant la capacité de résister à la perte de vitesse due à la fatigue pour des vitesses de contraction maximale dans l'exécution de mouvements cycliques. Donc c'est surtout une qualité qui se manifeste dans le 100 mètres plat et dans certaines séries rapides en natation, et même en cyclisme, dans certains parcours, les courts parcours. Les 50 mètres en natation, les 50 mètres et les 100 mètres en natation, et le 100 mètres plat en athlétisme. Voilà pour ce qui est de définition des différentes formes de manifestation de la vitesse que nous avons dit, qu'elle se manifeste sous deux formes, les formes complexes et les formes simples. À présent, examinons les facteurs déterminant les qualités de vitesse. Alors, la vitesse, examinons les facteurs déterminant les formes de manifestation simples de la vitesse, à savoir la vitesse de réaction motrice, la vitesse d'action et la fréquence gestuelle. Donc, pour ce qui est de la vitesse de réaction motrice, donc, premier facteur, c'est la capacité des analyseurs à distance, lui et la vue notamment. Donc c'est surtout c'est lié aux capacités cognitives ou au processus cognitif du cerveau, d'où la définition de tout à l'heure. Donc on voit bien que la vitesse de réaction est déterminée notamment par les analyseurs à distance, lui et la vue. Mais aussi, le deuxième facteur qui détermine la vitesse de réaction motrice, c'est la dynamique des processus nerveux centraux. Bien sûr, c'est lié à certaines spécificités génétiques, mais
bien entendu, l'entraînement est capable et est apte à améliorer ces aspects-là dans une limite, dans une marge très limitée. Enfin, la coordination nerveuse et musculaire, ça, c'est un facteur qui est relativement beaucoup plus, qui se prête mieux à l'entraînement que les deux précédents facteurs. Venons à présent à la vitesse d'action. Sa vitesse d'action est déterminée par deux facteurs essentiels. La contractilité de l'appareil musculaire, qui est aussi liée à des facteurs génétiques et de constitution musculaire, constitution cellulaire musculaire, et les facteurs liés au système nerveux central. Donc, ces deux facteurs aussi peuvent être améliorés par l'entraînement, mais toujours dans des marges très limitées. Et c'est la spécificité de la vitesse. C'est pour ça que le gain de vitesse est toujours difficile par rapport aux autres qualités que nous avons vues, à savoir la vitesse, à savoir la force et l'endurance. La troisième composante, la fréquence, les facteurs qui déterminent la troisième composante de la vitesse, à savoir la vitesse de fréquence. Donc le premier facteur, c'est le degré de complexité des mécanismes, de coordination nerveuse. Donc ça, c'est un facteur qui est déterminé génétiquement, mais qui s'améliore aussi par l'entraînement, étant donné que c'est lié à des aspects physiologiques, fonctionnels. Et tout ce qui est fonctionnel est généralement apte à l'amélioration par l'entraînement. Les facteurs biochimiques et autres qui interviennent pour ralentir le rythme fixé, problème de l'endurance à la vitesse. Par contre là, c'est un facteur qui est largement influençable par l'entraînement, puisque c'est un facteur biochimique, et comme nous avons vu dans le cadre du cours de l'endurance, nous avons vu que l'endurance peut, c'est-à-dire le potentiel énergétique, l'endurance qui est liée au potentiel énergétique, est une qualité qui peut être améliorée par l'entraînement. Donc, d'où la possibilité d'amélioration de la vitesse de fréquence grâce à l'amélioration de l'endurance. Cette diapositive, c'est vrai, elle est là pour nous renseigner sur les facteurs biologiques, facteurs biologiques qui déterminent la qualité de vitesse, mais ça nous donne un petit aperçu sur la méthodologie de l'entraînement de cette capacité. Nous y sommes justement, méthodologie de l'entraînement à la vitesse ou de la vitesse. Donc comme on a fait avec les autres capacités, nous avons arrêté d'abord le principe général de cette méthodologie, de l'approche méthodologique de l'entraînement de cette capacité. Alors si dans les sports physiques, les sports cycliques et les sports de force-vitesse, c'est ce qu'on désigne par sport physique. Si dans ces sports-là, l'entraînement à la vitesse vise à maximaliser les indices de vitesse dans les sports. Par contre, dans les sports techniques, le développement de ces indices est souvent limité par les exigences de coordination motrice de la discipline. Donc là, il y a lieu de faire un distinguo entre les sports physiques et les sports techniques. Si dans les sports physiques, l'entraînement vise à maximaliser les indices de vitesse. Donc on cherche dans le sport général, dans le sport cyclique et les sports de force-vitesse, soit la fréquence gesture pour les sports cycliques, soit la vitesse d'action pour les sports de force-vitesse. Donc dans ces sports-là, on cherche à maximaliser les indices de vitesse. Par contre, dans le sport technique, le développement de ces indices, c'est-à-dire le développement des différents aspects de vitesse, sont limités par les exigences de coordination motrice et de la discipline. Il ne s'agit pas
Il ne s'agit pas de maximaliser, mais d'optimiser la vitesse pour ces sports-là. Donc l'entraînement doit agir sur l'ensemble, cependant l'entraînement doit agir sur l'ensemble des facteurs de la vitesse qui interviennent plus ou moins directement dans chaque discipline sportive, mais plus particulièrement, plus précisément, sur ceux dont le rôle est le plus spécifique. Voici voici l'approche méthodologique, c'est-à-dire dans ces méthodes, ces exercices et ces procédés spécifiques par rapport à la discipline. Donc, méthodologiquement parlant, la vitesse, les entraîneurs procèdent généralement par la méthode des exercices strictement codifiés. Nous avons vu que les méthodes pratiques se distinguent entre les exercices strictement codifiés et les exercices compétitifs. Ou bien l'approche plutôt les méthodes des exercices strictement codifiés, ou bien les méthodes de jeu et de compétition. Donc avec ces deux approches méthodiques, la vitesse peut être abordée par le biais de ces deux approches méthodiques. Donc la méthode des exercices strictement codifiés, c'est la répétition des actions avec recherche d'une vitesse maximale des mouvements ou variation contrôlée de la vitesse d'accélération. Reste cependant la base de l'entraînement à la vitesse. C'est vrai que le gros de l'entraînement du travail à l'entraînement de la vitesse s'opère grâce à cette approche-là. Cependant, par la compétition, par l'exercice, ou bien par l'approche compétitive, on peut aussi améliorer la vitesse. Cette approche est utilisée en vitesse beaucoup plus et plus souvent que dans le cas de l'entraînement à la force et à l'endurance. Oui, tout à fait. Donc pour optimiser, pour affiner certaines qualités de vitesse, il n'y a que l'entraînement. Il n'y a que l'approche compétitive, il n'y a que l'exercice compétitif qui peut réellement nous renseigner sur, bien nous aider à affûter et à affiner certaines composantes de la vitesse. L'allègement des conditions, ça c'est un autre procédé méthodique, donc c'est l'allègement des conditions externes, en même temps que l'effort d'accélération du mouvement permet d'obtenir une réelle amélioration de la vitesse après retour aux conditions habituelles, phénomène de transfert. Donc généralement, on allège, notamment dans les sports cycliques, dans les sports de course, la course en pente inclinée, c'est-à-dire en pente descendante, favorise le passage à un niveau de fréquence gestuelle plus élevé lorsqu'on revient au niveau initial. L'utilisation de l'effet d'accélération que permet d'obtenir la surcharge pondérale contrôlée. Aussi, et donc, lorsqu'on la surcharge du poids, soit dans les charges, c'est-à-dire dans les résistances, ça concerne la vitesse d'action, la vitesse d'action. Si là, le procédé numéro 3 est relatif à la fréquence gestuelle, le procédé numéro 4 est surtout relatif à la vitesse d'action. Celui-ci, donc le fait de surcharger, d'augmenter la résistance de façon artificielle, permet d'obtenir un meilleur résultat en termes de vitesse d'action. L'utilisation de stimulants sensoriels, lumineux ou sonores pour stimuler le développement de la vitesse. Ça aussi, c'est un procédé méthodique qui peut aider à améliorer dans une proportion très limitée, mais quand même perceptible, de la vitesse. L'introduction de phases d'accélération dans le déroulement des exercices, accélération initiale dans les exercices de sprint
courses d'approche, ou bien dans les courses d'approche, et les élans dans les lancers. Donc une phase artificiellement accélérée peut améliorer le geste compétitif naturel. Le dernier procédé, c'est enfin l'un des autres procédés, c'est la réduction des limites spatiales et temporelles. Ça, c'est propre au sport collectif et au sport de combat. Donc, favoriser le développement, la rapidité de certaines actions, soit la vitesse de réaction, soit la vitesse d'action, et même peut-être la fréquence gestuelle. On procède par la limitation des espaces d'évolution, soit dans le sport de combat, soit dans le sport collectif, pour pousser l'athlète à réagir plus vite, à agir et réagir plus vite, puisqu'on parle de réaction et d'action. Voici un accompagnement à la méthodologie que nous venons de voir, donc quelques indications méthodologiques pour l'entraînement, quelques recommandations méthodologiques pour l'entraînement de la vitesse. Donc, nous dirons que l'entraînement de la vitesse doit commencer très tôt, dès le premier âge scolaire, à l'âge où les processus de régulation, les programmes moteurs et la structure des fibres musculaires sont encore relativement malléables. Deuxième chose à savoir, c'est dans la programmation annuelle et pluriannuelle de performance sportive, l'entraînement de la vitesse élémentaire doit en principe précéder celui de la vitesse complexe. L'entraînement de la vitesse complexe n'est efficace qu'à la condition que le niveau de vitesse élémentaire ait déjà atteint une qualité, un niveau qui offre une perspective favorable. En troisième recommandation, nous dirons que l'acquisition de la vitesse de réaction motrice complexe tient une large place dans l'entraînement technique et tactique. Et plus encore, il s'agit, quand il s'agit de sport collectif et de combat. Absolument, donc la vitesse de réaction complexe est très liée aux aspects technico-tactiques dans les sports collectifs et de combat. L'entraînement de la vitesse doit s'effectuer en principe dans des conditions de motivation et de performance optimales. Il doit donc se situer en début de séance et s'exécuter à l'état reposé. On doit faire très attention à l'état de forme au moment de programmation des exercices de vitesse qui doivent s'effectuer sur un fond de fraîcheur physique des athlètes. Les manifestations de fatigue sont le signe qu'il faut mettre, sont un signe qu'il faut mettre un terme à l'entraînement de la vitesse. C'est pratiquement un complément pour le point précédent, le point 4. Donc dès qu'il y a, nous avons dit que la vitesse s'entraîne sur un fond de fatigue limité ou bien sur un fond de fraîcheur physique. Et dès qu'il y a les signes de fatigue, on doit arrêter le travail de la vitesse puisqu'il devient inefficace. En sixième point, en sixième recommandation, nous dirons qu'un entraînement de la vitesse ou de la force-vitesse doit veiller au rapport équilibré entre charge et récupération. Quand il s'agit de la force-vitesse, on doit faire très attention à la